Vieille demoiselle présentant bien. Toute médaille a son revers et il y a toujours un côté du mur à l'ombre. Autrement dit, rien n'est tout blanc, tout clair et tout propre chez l'humain moyen. Cela n'est pas une découverte, mais tout de même, il y a des gens qui ont l'air tout blancs, ils en ont l'air. Comme cette vieille demoiselle, au sourire indulgent et aux charmants yeux bleus. Le 23 janvier 1957, elle a rendez-vous avec un médecin et attend sagement son tour dans le salon. 50 ans, les cheveux déjà gris, coupés courts et sages. Une robe grise, elle aussi. Des souliers à talons raisonnables et un sac de cuir noir assorti. Un petit gilet de laine, un foulard de soie mauve. Thérèse G. est une vieille demoiselle présentant bien. Voyons donc ce qui l'amène dans le cabinet d'un médecin dont la plaque de cuivre porte le nom d'un spécialiste inquiétant en certains cas. Psychiatre diplômé. Mademoiselle Thérèse gardera l'anonymat au long de ce récit. Son visage est comme le reste, présentant bien. Les traits sont doux, le regard bienveillant. Elle semble avoir un grave problème à résoudre et l'expose au médecin avec simplicité. Je ne viens pas vous voir pour moi-même. J'ai besoin d'un conseil. Il s'agit de mon frère, Pascal. Pascal a 45 ans, il est célibataire et je me suis toujours occupée de lui. C'est un garçon instable. Nos parents sont morts accidentellement lorsque j'avais 10 ans et lui 5. Nous avons vécu en orphelinat, et à ma majorité, je me suis chargée de lui. Il m'a toujours inquiétée. À l'école, c'était un enfant difficile. L'armée l'a reformé. Ensuite, j'ai tenté de lui faire apprendre un métier, mais il n'a pas de résistance nerveuse. Il abandonne tout. Il a fait plusieurs places, comptable, pompiste, magasinier ou représentant. Chaque fois, il a quitté un emploi. J'ai dû supporter de longues périodes d'inactivité. Il restait sans rien faire pendant des mois, des années même. C'est le cas en ce moment. Il y a 2 ans qu'il est ainsi, et je travaille pour nous deux. Il dort le matin, il dort encore à midi, quand je rentre. Et le reste du temps, il ne fait rien. Je n'ose plus lui parler, lui dire de faire un effort. Il s'en rend compte d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que, par moments, sa tête ne va pas bien. Il pleure ou se réfugie dans la colère. Les femmes qu'il a rencontrées ne sont pas attachées à lui. Il dit qu'il est minable, un bon à rien, qu'il préférerait se suicider. J'ai peur pour lui, voilà. J'en ai parlé à mon médecin de famille qui m'a conseillé de venir vous voir. Il faudrait que vous l'examiniez, mais le seul problème, c'est qu'il ne voudra pas. Il dit lui-même que s'il est fou, il préfère sauter par la fenêtre. Le psychiatre a écouté silencieusement l'exposé de sa cliente. Il sourit. Il n'est certainement pas question de l'enfermer, mais je souhaiterais qu'il vienne de lui-même. C'est une démarche essentielle dans son cas. Mademoiselle Thérèse est attristée. Je m'en doutais bien, mais il ne voudra jamais. Et Mademoiselle Thérèse s'en va, nantie du conseil qu'elle était venue chercher, convaincre son frère de consulter le psychiatre. Un long temps s'écoule, environ 2 mois, avant que le psychiatre inscrive sur son carnet le nom de Pascal G. L'homme a pris lui-même rendez-vous, et c'est lui qui attend dans le petit salon, seul. Même visage doux que sa sœur, mêmes yeux bleus. Là s'arrête la ressemblance. Les traits sont moins accusés, le maintien plus relâché et l'apparence générale un peu désordonnée. Pascal contemple ses mains avec inquiétude, ses ongles sont rongés, il a les cheveux à l'abandon, le dos légèrement voûté. Il est petit, très mince, alors que sa sœur est grande et bien charpentée. Il semble gêné de se trouver là. Et il l'est, sans aucun doute, bien qu'il s'efforce d'aborder le médecin avec désinvolture. En gros, il est conscient de son état. Mais de quel genre d'état s'agit-il ? Instabilité, timidité, agressivité, faiblesse de caractère ou plus grave ? Pascal emploie tous ces mots-là, auxquels il y ajoute avec l'aisance d'un amateur d'autres mots plus compliqués, paranoïaque, schizophrène et divers qualificatifs de ce genre. Il semble avoir beaucoup lu sur le sujet, un peu n'importe quoi, et n'importe comment. Et le médecin a beau lui conseiller de ne plus employer des termes aussi savants qui ne s'adaptent pas à son cas, Pascal sourit avec découragement.
Je suis anormale, je le sais. N'essayez pas de me rassurer. Ma sœur n'osait pas me parler de vous. Elle avait peur que je prenne mal la chose, mais je m'en fiche. Je suis venue pour la rassurer, elle, pas moi. Après cette première consultation, Pascal se rend chez d'autres spécialistes. Parler de sa folie lui a fait du bien. Il continue et fait désormais partie de la triste cohorte des déprimés chroniques. Il se raccroche aux pilules qui donnent le sommeil, aux cures de sommeil qui donnent l'oubli, et un beau soir, il échappe de justesse à l'oubli définitif. Transporté à l'hôpital et réanimé péniblement, cette fois, il y restera pour un temps indéterminé, jusqu'à ce qu'il soit capable de vivre, plus ou moins. Et sa sœur a bien des soucis. Elle, qui s'est donné tant de mal depuis des années pour soutenir son frère, pour l'obliger à travailler et à exister. Elle n'a pas de chance. Et ses amis la plaignent du fond du cœur. Où est le revers de la médaille de Mademoiselle Thérèse? Où est le côté du mur à l'ombre? Pascal est enfermé, sa prison n'a pas de barreaux. Il n'est pas fou furieux, il ne se révolte pas, mais il réagit mal. Ses traits déjà mous semblent gommés. Les yeux creux sont inexpressifs. À chaque interrogatoire du médecin de l'hôpital, il oppose un mutisme décourageant ou une rage démesurée. Sans perdre tout espoir de le sortir de là, le médecin a confié à Mademoiselle Thérèse que le cas de son frère est complexe. Il a peur que le traitement soit long. Quelques semaines plus tard, au cours d'une visite de sa sœur, Pascal se montre soudain très agité, voire menaçant, et les infirmiers doivent intervenir. Mademoiselle Thérèse espace ses visites. Il faut du calme au malade, et il ne retrouve son calme que dans la solitude. Pascal est passé de la phase d'abrutissement à celle de l'agressivité. Il faut l'attacher pour l'examiner, lui faire des piqûres pour dormir. Il sombre, peu à peu. Il va sombrer définitivement dans la folie quand une porte s'ouvre dans la nuit noire. Le psychiatre du début, celui qui lui a conseillé de ne pas se prendre pour un fou. Cet homme traverse l'hôpital en parlant métier avec un de ses collègues. Sa visite est un hasard, et c'est par un hasard aussi qu'il passe devant le lit de Pascal. Ce visage lui dit quelque chose. Il se souvient, il y a 1 an à peine, cet homme était dans son cabinet. Déprimé mais lucide, maigre mais vivant. En tout cas, pas fou. Il est impossible qu'il soit devenu cette loque, ce fantôme aux yeux creux, à la bouche pincée avec un rictus douloureux. « Bonjour, monsieur, » dit le médecin. « Vous me reconnaissez ?» Pascal ne sait plus qui est un monsieur et qui ne l'est pas. Il ne reconnaît personne. Il esquisse un petit signe de la main, lamentable et attristant. Puis il se détourne, il ne comprend pas que l'on s'adresse à lui. Il n'existe plus. Et le médecin reste songeur. À son collègue étonné qui l'interroge, il raconte la première visite de Pascal, celle de sa sœur surtout. Le lendemain, le médecin rappelle l'hôpital. Il a consulté ses notes sur la fiche de Pascal pour être sûr. Or, il n'y a aucun doute. Rien ne laissait prévoir une telle évolution, à moins que... Son collègue sursaute. Les 2 médecins ont peur de leur idée. Peur de ce qu'ils pensent. Mais dans le doute, il faut agir. La vie, l'existence d'un homme est en jeu. Il ne peut être pas trop tard. Pourtant, avant d'accuser, il faut savoir. Accuser qui? Mademoiselle Thérèse? Savoir quoi? Savoir si elle a poussé son frère à la folie et à l'internement par voie de conséquence? Cette Mademoiselle Thérèse si dévouée, si bonne? Pascal est alors transporté dans une chambre et traité notamment à l'hypnose. Le seul moyen d'essayer de le faire parler. Et il parle. Bien que ce qu'ils disent n'ait apparemment aucun sens. « Je ne veux pas qu'on vende la maison. Je ne veux pas qu'on vende la maison. » Lucide, il n'a jamais dit quoi que ce soit qui ressemble à cela. Or, cette phrase est une idée fixe. Je ne veux pas qu'on vende la maison. Il a fallu quelque temps d'enquête discrète pour la comprendre. La maison, c'était celle des parents morts. Une belle maison avec un jardin. Et Mademoiselle Thérèse, cette bonne Mademoiselle Thérèse, voulait la vendre. Un bon prix. Une petite fortune même, à un promoteur qui rêvait d'immeubles de rapport. Mais Pascal,
L'orphelin, le recueilli, le terrorisé, le faible, ne voulait pas. Cette maison était pour lui le dernier refuge au monde, il ne voulait pas la vendre. Alors, mademoiselle Thérèse, sa sœur bien-aimée, avait poursuivi le lent travail de sape, entrepris depuis l'enfance. Enfant, Pascal était toujours plus bête que les autres, plus incapable, moins intelligent, plus maladroit, sans caractère. Du moins, sa sœur le lui disait. Et au fur et à mesure que les années passaient, mademoiselle Thérèse enfonçait le clou plus profondément. Alors Pascal, être fragile et un peu faible, ne se mariait pas. Pascal changeait de métier. Pascal ne travaillait plus. Pascal était persuadé d'être un minable au cerveau sous-développé. Jusqu'au jour où elle a voulu vendre la maison et où Pascal a dit non. Ce jour-là, mademoiselle Thérèse décida qu'il n'existerait plus. Le convaincre qu'il était réellement anormal ne lui prit qu'un an. Pascal fit le reste sans le savoir. Il n'avait gardé au fond de lui-même qu'une seule résistance. La maison des parents, ne pas la vendre, c'était son idée fixe. Mais le mal était si grand déjà, qu'il avait oublié. Comment penser que sa sœur, toujours dévouée, si travailleuse, si efficace, si protectrice, le haïssait à ce point-là? Pour accélérer sa chute, mademoiselle Thérèse lui avait dit « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais dans un asile. » Suprême hypocrisie qui n'avait fait qu'achever Pascal. Il en était presque devenu fou, et il était allé à l'asile, de lui-même. Et mademoiselle Thérèse s'apprêtait à vendre la maison, munie d'un certificat d'internement qui lui donnait tout pouvoir sur la part de son frère. Ce sont les médecins qui ont porté plainte, pas lui, car on n'oublie jamais tout à fait ce genre d'intoxication, même si on en guérit.